Alors, donc on est arrivé au point 3.5. Ce sont les éléments minerais. Ce sont les produits métalliques donc qu'on utilise pour notre développement dans nos activités, soit industrielles, soit transport, soit bâtiment, etc. Qu'on a besoin pour notre développement dans les différents secteurs. Donc les éléments minerais. Ce qu'on peut dire concernant ces énergies, c'est que le potentiel dépasse la demande. Le seul point critique, c'est que les technologies actuelles ne permettent pas d'en exploiter qu'une infime partie de ces produits-là. On commence par le premier élément minerai qui est l'or. L'or, donc, comme vous savez, donc c'est un produit qui est très intéressant. C'est un produit noble, c'est un métal noble, donc qui est utilisé dans l'industrie électronique, électrotechnique, informatique. Il est utilisé dans le secteur de bijouterie, mais dans le secteur industriel, il est très utilisé aussi, attention. Parce que l'or, donc, il est utilisé dans les circuits électroniques, des produits électrotechniques, etc. Donc, l'or est un produit très important qui est utilisé dans les différents systèmes. Le stock actuel, donc, qui est disponible, il est de 150 milliards de tonnes. Donc, la localisation de l'or, il est localisé. Les réserves connues sont assez dispersées à l'échelle du globe. Nous avons 14% en Afrique du Sud, 12% en Australie, 8% en Pérou et le reste, donc, il est un peu éparpillé dans le monde. L'usage. Donc, l'usage le plus connu pour l'or, donc, c'est la bijouterie. Et avec 86%. Le reste, donc, c'est pour l'industrie électronique, électrotechnique, informatique, etc. Comme vous savez, par exemple, les microprocesseurs, des téléphones, des microportables, etc., des installations informatiques, donc elle est fabriquée à base de l'or. Le rythme de reconstitution, donc, c'est un produit non renouvelable. Donc, et pour les réserves qui sont disponibles, donc, il existe actuellement pour 17 années de réserve au rythme actuel de production avec 2500 tonnes par an. Le deuxième produit métallique, donc, c'est le deuxième produit noble, c'est l'argent. L'argent, c'est le FDA. Donc, le stock actuel, il est entre 270 000 à 383 000 tonnes. Sa localisation, donc, elle est en Pologne, qui possède 20% de ce stock-là, des réserves connues. Le Mexique avec 14% et le Pérou avec 13%. L'usage, donc, c'est toujours pour la bijouterie et l'argenterie avec 31%. La photographie, donc l'utilisation photographique, c'est pour le traitement des images et les traitements des photos, etc., avec 24%. Les pièces et médailles, donc les pièces d'argent et les médailles avec 4%. Et autre utilisation industrielle qui est de l'ordre de 41%. Le rythme de reconstitution, c'est un produit non renouvelable. Le stock actuel, donc il existe le stock non traité. Hein. Attention, quand on dit stress, donc c'est la réserve naturelle qui existe au niveau du monde. Donc 13 années de réserve au rythme actuel de production avec 20 500 tonnes par an. Le deuxième et le troisième produit, donc c'est le platine. Le platine, c'est aussi un matériau noble qui est utilisé pour différents secteurs. Le stock actuel, donc, il est de 13 000 tonnes. La localisation, l'essentiel des réserves connues
se situe en Afrique du Sud, dans le complexe de Boschweld. Ce pays assure 80% de la production mondiale et le reste, il est un peu éparpillé dans les différents pays du monde. L'usage, donc c'est pour la bijouterie, puisque c'est un produit à l'or, à l'argent, pour la bijouterie, même pour les utilisations électroniques et électrotechniques et informatiques. La bijouterie avec 31%, la photographie avec 24%, les pièces et les médailles avec 4% et les autres utilisations, c'est 41%. Les rythmes de reconstitution, donc c'est un matériau non renouvelable, donc dès qu'il est utilisé, on ne peut jamais le récupérer. Les réserves naturelles qui existent, donc il existe pour 56 années prochaines, donc de réserve au rythme actuel de production avec 230 tonnes par an. Le fer, donc le fer, c'est un produit très très intéressant aussi pour tous les secteurs. Donc le fer, donc il existe, donc le stock actuel il est de 150 milliards de tonnes de minerais de fer, donc ça veut dire qu'ils sont déjà traités. La localisation, donc le pays le plus connu, donc c'est l'Ukraine, qui renferme 20% de ses réserves connues, la Russie avec 17%, la Chine avec 14%, le Brésil avec 11% de la production mondiale et l'Australie avec 11% aussi. L'usage, donc comme vous savez, donc l'usage de fer, donc il est utilisé à 99% pour la sidérurgie qui absorbe 99%. La sidérurgie, donc, c'est la métallurgie, donc tout ce qui est métallurgie et sidérurgie. Le rythme de reconstitution, donc le rythme de reconstitution, il est non renouvelable. Dès qu'on utilise le fer, c'est bon, donc il est utilisé, on ne peut pas le récupérer. Les réserves naturelles qui existent, il existe pour 79 années de réserve au rythme de production actuel, avec 1,9 milliard de tonnes par an. Donc, il existe essentiellement 8 autres éléments de minerais qui sont surexploités et non renouvelables. Nous citons à titre d'exemple le nickel, le cuivre, le plomb, le cobalt et le zinc, l'aluminium et l'étain. Donc c'est un autre produit qui ressemble au plomb et le palladium. Donc ce sont des matériaux qui sont surexploités sur Terre et qui sont nécessaires pour l'industrie, les différentes industries métallurgiques et électroniques, etc. Donc, et les matériaux Hedoma sont très utilisés dans les différents secteurs. Alors, maintenant, on passe à autre chose qui est la biodiversité. Donc, la biodiversité, donc, c'est tout ce qui est faune et flore, donc c'est tout ce qui est espèces végétales et animales, donc qui est un élément très important dans le, dans la vie de l'être humain. Donc les scientifiques recensent près de 1,7 million d'espèces sont recensées. Donc l'usage de cette biodiversité, donc la biodiversité, elle fournit de nombreux biens au service de l'être humain. Donc la première des choses, c'est l'approvisionnement en nourriture, l'eau douce et le bois. Donc le bois, il est utilisé comme un carburant et des produits de construction, etc. Donc stock de molécules chimiques utilisées pour la production pharmaceutique, la pharmacologie, l'assainissement des eaux et sols pollués et la régulation des inondations et de l'érosion. Le rythme de reconstitution. Donc le rythme au sein des espèces, le renouvellement des individus nécessite quelques heures de quelques espèces. C'est le cas des micro-organismes. À quelques semaines pour, par exemple, des insectes, voire à plusieurs années pour des arbres. En revanche, une espèce éteinte est définitivement perdue.
Par exemple, si on a une espèce qui va disparaître sous l'effet de quelques catastrophes naturelles ou de l'activité de l'être humain, si on a une espèce qui va disparaître, attention, cette fois-ci, donc pour la biodiversité, on ne peut jamais la récupérer, donc elle est définitivement perdue. Donc le stress, donc le stock naturel existe. Le rythme actuel d'extinction des espèces serait de 100 000 fois supérieur à ce qu'il a été au cours des temps géologiques anciens. La problématique qui existe donc sur cette biodiversité, c'est la destruction de l'habitat naturel, la pollution. Donc ce sont les majeurs problèmes qui menacent donc notre biodiversité, tels que l'eau potable, l'eau douce, l'air et les sols. Les sols, c'est le support de notre nourriture. Ou encore des réchauffements climatiques. Donc c'est le cas actuel, c'est le problème actuel qu'on est en train de traiter. Donc c'est le réchauffement climatique dû à l'augmentation de l'effet de serre. Sont autant de menaces pour la biodiversité, avec pour conséquence la perturbation des écosystèmes et des services rendus à l'homme. La forêt tropicale, donc, est aujourd'hui particulièrement menacée. Alors, quand vous voyez, donc, le réchauffement climatique est un problème très très important sur notre environnement. Sur quelle base? Donc sur la base de température. Donc le réchauffement climatique, donc il va participer à l'augmentation de la température moyenne de notre Terre. Augmentation de température moyenne signifie donc l'augmentation de la température des rivières, des sols, etc. Donc ce qui va participer à la disparition de certaines espèces animales, telles que des algues, des créatures microscopiques, etc. Donc, comme vous savez, donc, comme on a déjà dit, donc s'il y a une espèce qui va disparaître, donc elle est complètement perdue, elle est définitivement perdue, on ne peut jamais la récupérer. Donc, c'est parmi les choses, les problèmes les plus connus sur notre biodiversité. Donc, maintenant, on va voir les sols. Les sols, c'est quoi? Les sols, c'est la terre sur laquelle on va produire notre produit agricole. Donc, les terres érables couvrent 1,5 milliard d'hectares. Donc, l'usage des sols, donc le sol est le support naturel de la vie animale et végétale, abritant plus de 80% de la biodiversité vivante sur Terre. Il représente un milieu dynamique et vivant qui participe aussi au cycle de l'eau. Dans ce cycle, il remplit les fonctions de régulation et d'épuration. Ces sols sont exploités par l'homme pour différentes fins. Donc les sols, donc comme vous le savez, l'usage donc c'est pour donc il représente le support naturel de la vie végétale, surtout ce qu'on a comme produits agricoles. Et aussi donc c'est le support naturel de notre de la vie animale. Donc, parmi la vie animale, c'est la vie de l'être humain, la vie des animaux qui ont été créés pour les biens de l'être humain. Donc, cette sol, donc, c'est le support naturel de toute cette faune et flore. Donc, il représente un milieu dynamique et vivant. Donc, il contient la vie qui participe aussi au cycle de l'eau. Donc, vous savez que le sol, il représente un filtre naturel pour l'épuration des eaux. Parmi les eaux, c'est les eaux qu'on utilise pour l'agriculture, qu'on utilise pour notre vie, les eaux potables, etc. Donc, la nappe phréatique, donc c'est la source principale pour les eaux douces qu'on utilise dans la vie quotidienne de l'être humain. Le rythme de reconstitution, donc selon
Selon les conditions climatiques, l'activité biologique et la nature de la roche sur laquelle le sol se développe, il faut de plusieurs siècles à plusieurs milliers d'années pour qu'un sol se forme. Et vous savez que le cycle de reconstitution des sols, donc c'est les volcans, soit la création d'une épaisseur de sol moyenne d'environ 0,1 mm par an. Donc le stock naturel qui existe, le rythme naturel de formation des sols est inférieur de 100 à 1000 fois de taux d'érosion actuel. Donc vous voyez que le rythme, il diminue, euh, il diminue en rythme continu. La problématique, donc, on observe une dégradation de la moitié des sols cultivables qui sont valables, qui sont adéquates pour l'agriculture, soit près de 2 milliards d'hectares. Les principales causes sont l'érosion, l'éolienne, l'érosion éolienne, ça veut dire euh, c'est l'effet du vent sur euh, les terres, et l'hydrique ainsi que l'altération chimique, c'est l'acidification et la salinisation. L'acidification, c'est l'effet des produits acides et les pluies acides sur la terre, et la salinisation, c'est l'effet des sels sur les terres. Les pratiques agricoles, comme l'usage des pesticides, causent aussi les dégradations des sols. Donc, l'utilisation des produits chimiques dans le domaine d'agriculture pose des problèmes sur les terres qu'on est en train d'utiliser. Autre phénomène observe l'inégalité dans la distribution naturelle des terres cultivables entre le nord et le sud, ainsi que la présence intensive de Sahara. Donc, c'est le problème principal de notre pays, donc c'est la désertification. Et à cause de cette désertification, dans les années 70, donc le gouvernement algérien a instauré donc un projet qui est un projet du siècle, c'est euh, le barrage vert, donc qui a été installé dans l'Atlas saharien. Donc c'est pour bloquer la désertification, c'est pour bloquer le déplacement du sable du côté sud vers le côté nord, ce qu'on appelle Sid al-Akhdar. Donc la désertification, c'est un problème aussi qui menace les terres agricoles qui sont bien pour l'agriculture. Bien que le Sahara actuellement elle est exploité pour la production des produits agricoles. Les ressources alimentaires. Donc maintenant on va voir les ressources alimentaires. Donc parmi les ressources alimentaires, c'est le blé, c'est le maïs, c'est tout ce qui est produit alimentaire, soit à usage donc qui provient de l'agriculture, soit qui provient d'autres domaines. Donc l'Asie produit près de la moitié de ses ressources. C'est en quelques exemples de ressources alimentaires. On commence par le blé. Le blé qui est un produit alimentaire nécessaire aussi pour la production de la nourriture de l'être humain. Donc le blé, donc, il est produit donc par des pays très connus, par exemple la Russie, la Chine, etc. Le blé, donc, qui représente 2221 millions de tonnes. Les plantes sucrières, donc avec, attention, c'est pas de tonnes, c'est millions de tonnes. C'est millions, c'est 10 puissance 3, ça veut dire. C'est millions de tonnes. 2221 millions de tonnes, c'est un majuscule T. Plantes sucrières avec 1650 millions de tonnes. Des légumes, donc les différents légumes avec 903 millions de tonnes.
Les tubercules, donc avec 737 millions de tonnes, les différents fruits avec 526 millions de tonnes, les viandes avec 27 millions de tonnes et les poissons avec 141 millions de tonnes. Donc l'usage, c'est des produits alimentaires pour la race humaine et les animaux. Le rythme de reconstitution, il est variable. Donc, de la journée, par exemple, l'œuf et le lait, à la saison, c'est les céréales telles que le blé, etc., et les fruits, voire à plusieurs années, par exemple, pour l'élevage des bétails. Le stress, donc, c'est le stock naturel, le stock naturel qui existe. Le stock de céréales peuvent assurer une dizaine de semaines de consommation, mais il faut noter que le quart de stock de poissons est surexploité ou épuisé à cause des usines navires que la Chine utilise actuellement. Donc, on constate que le stock en poisson, aux produits de poisson, donc il est surexploité ou il y a aussi des races qui sont en voie d'extinction et voire des espèces déjà disparues. La problématique, l'accès aux ressources est inégal. Plus de 800 millions de personnes dans le monde, sont mal nourries. Exemple, l'Algérie. Donc, on a 1200 kilomètres de côte et l'Algérien, il se trouve pas de point de vue, par exemple, la production de. Donc, c'est les ressources en poisson. La pression démographique et les changements d'habitudes alimentaires expliquent la croissance de la demande de ces ressources alimentaires et engendrent une augmentation de leur prix. Exemple, l'Algérie. Alors, donc les références bibliographiques sur lesquelles je me suis basé pour la production, je me suis basé pour l'élaboration de ce cours. Vous avez donc le cours du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la technologie tunisienne. C'est le cours intitulé Cours de l'environnement et de développement durable. Donc, vous pouvez le consulter pour élargir votre connaissance donc, sur ce thème-là. Donc c'est le seul, c'est la seule référence bibliographique que j'ai utilisée. Donc vous pouvez donc avoir plus d'informations si vous accédez à l'internet. Donc ce cours-là, donc vous pouvez l'élargir à votre manière. Donc c'est comme vous avez vu, c'est uniquement des définitions c'est de la littérature et contient pas de calcul ni de la technicité. C'est uniquement des définitions. Alors, donc, si vous n'avez pas de questions, donc on passe au chapitre 4, donc qui est les produits polluants. Donc, c'est le chapitre 4. Donc, c'est les substances polluantes. Donc, à travers lequel on va aborder les différents polluants qui existent dans notre environnement et qui proviennent de l'activité de l'être humain dans les différents secteurs. Alors, chapitre 4, c'est les substances polluantes. Les différentes substances ont des durées de vie dans l'atmosphère qui sont extrêmement variables, ce qui explique que les problèmes de pollution se situent sur des différentes échelles du temps et d'espèces très variables. Voici donc l'ordre de grandeur de la durée de vie dans l'atmosphère de quelques polluants. Les polluants primaires, donc on appelle les polluants primaires tout ce qui est polluant qui existe dans le lieu d'émission.
qu'on le trouve dans le lieu d'émission. Exemple, le méthane, donc c'est le CH4, donc sa durée de vie, donc elle est de plusieurs années. Le monoxyde du carbone, sa durée de vie, elle est de quelques mois. Le dioxyde de soufre, donc sa durée de vie, elle est de quelques jours à quelques mois. L'ozone, l'ozone c'est le O3. Le O3, c'est pas l'oxygène, attention, c'est l'ozone, c'est le O3. Donc sa durée de vie, elle est de quelques jours. Euh, les COV, les COV, c'est les composants organiques volatiles. Donc, c'est l'abréviation de composés organiques volatiles, donc qui provient de la combustion des produits euh, hydrauliques. C'est des produits d'hydrocarbures, pardon. C'est la combustion des produits hydrocarbures. Ça s'appelle des composés organiques volatiles non méthaniques. Ici, c'est les COVNM. C'est les composés organiques volatiles non méthaniques. Méthane, ça veut dire qu'il ne provient pas du méthane. Donc, euh, ça, leur durée de vie, c'est quelques jours, c'est quelques heures à quelques jours. L'aérosol, donc l'aérosol ici, donc on passe de substances gazeuses à des substances, mais c'est des matériaux, c'est des molécules. Ici, l'aérosol, c'est des particules qui ont un diamètre hydraulique entre 1 à 10 micromètres. Donc, c'est des particules nocives à l'environnement et nocives et dangereuses sur la vie de l'être humain. D'ailleurs, ces particules-là provoquent les maladies chroniques respiratoires, même des maladies chroniques dangereuses et mortelles telles que le cancer. La durée de vie de ces particules-là, donc c'est des minutes à quelques jours. L'aérosol inférieur à 1 micromètre qui sont plus dangereuses que les particules qui ont un diamètre plus important. Pourquoi? Parce que ces particules, la technologie actuelle ne possède pas de solution pour bloquer ces particules-là. Par contre, les particules qui ont un diamètre très important, entre 1 à 10 micromètres, on possède la solution pour les bloquer, telle que la solution qui est utilisée dans le véhicule, c'est les filtres catalytiques, c'est les catalyseurs. Par contre, les aérosols inférieurs ou égaux à 1 micromètre, c'est difficile de les contrôler ou de les bloquer et qui sont très très dangereux sur la vie de l'être humain et qui provoquent des maladies respiratoires. Donc la durée de vie de ces particules-là sont de quelques jours à quelques semaines parce que c'est des particules très légères. Donc ce tableau, il résume la durée de vie de ce qu'on appelle les polluants primaires. Kima qulna, les polluants primaires, c'est des polluants qu'on trouve, qu'on le trouve, qu'on les trouve dans les lieux, dans les endroits d'émission. Ça veut dire si on a une usine ici, au centre-ville d'Alger, donc les polluants primaires qui sont provoqués par cette usine-là, donc on les trouve dans l'endroit de l'émission, donc autour de cette usine-là. Donc, et pour les autres polluants, donc ça s'appelle les polluants secondaires. Les polluants secondaires sont des polluants qui ne sont pas émis directement par le polluant, le pollueur, pardon, mais qui résultent de la transformation physico-chimique des polluants primaires au cours de leur séjour dans l'atmosphère. Par exemple, le dioxyde du carbone. Le dioxyde du carbone, c'est la transformation chimique de monoxyde du carbone avec l'oxygène. C'est la réaction chimique entre le monoxyde du carbone avec l'oxygène qui donne le dioxyde du carbone. Donc, la transformation physico-chimique des polluants primaires au cours de leur séjour dans l'atmosphère. Par exemple, l'ozone qui résulte de la réaction chimique
impliquant notamment les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Les composés organiques volatiles, comme je vous ai déjà dit, donc c'est des composés organiques qui proviennent de la transformation, de la combustion des hydrocarbures. Il est, il est possible de réaliser un inventaire d'émissions pour les polluants primaires, mais pas pour les polluants secondaires. Le choix de la substance dépend généralement des objectifs de l'inventaire d'émissions et ou des impacts que l'on souhaite étudier. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, un inventaire que vous voulez faire, donc c'est un inventaire objectif, c'est des statistiques pour des biens bien précises. Donc, par exemple, si vous avez, par exemple, une maladie qui apparaît dans une région et que vous pensez que cette maladie, elle provient des émissions de certains polluants, donc vous pouvez entamer des statistiques, des inventaires sur ce polluant-là dans un endroit bien précis. Donc, le choix de la substance dépend généralement de l'objectif de l'inventaire. C'est ça l'objectif de votre inventaire. Et des impacts, donc les résultats de, cette, de ce polluant. Et ce que vous voulez arriver par cette étude. Donc l'inventaire peut être fait en masse de substances ou en indicateurs. Donc c'est des indicateurs qui sont utilisés pour évaluer l'impact de ce polluant sur l'atmosphère ou sur l'environnement. Dans ce dernier cas, la masse de substance a été convertie en fonction de son potentiel d'effet. Par exemple, une quantité de méthane, le CH4, peut être ramenée à une quantité d'équivalent de CO2. Parce que le méthane, donc, donc on peut évaluer la quantité de méthane à une quantité équivalente de dioxyde du carbone. Moyennant un facteur de conversion exprimant la nuisance relative d'1 kg de méthane par rapport à celui de dioxyde du carbone. Donc on va voir l'effet de dioxyde de carbone par rapport à une masse bien précise du méthane. Donc, l'effet des gaz ou des produits secondaires, des polluants secondaires par rapport à une référence qui est pris le dioxyde de carbone. Donc, les effets des polluants secondaires sont tous ramenés à l'effet d'une masse équivalente en CO2. La notion d'indicateur permet ainsi d'additionner des substances diverses pour, pour étudier plus facilement les impacts des polluants. Donc, les substances faisant l'objet de surveillance, notamment via la réalisation régulière d'inventaires d'émissions, sont très nombreuses. Une liste des substances les plus couramment évoquées dans les problèmes de pollution atmosphérique est proposée dans ce qui suit. Cette liste n'est pas exhaustive et évolue régulièrement en fonction des connaissances scientifiques liées à la pollution atmosphérique et ses effets. La liste des polluants est donnée par famille. La notion de famille recouvre soit des caractéristiques physico-chimiques précises pour les composés organiques volatiles ou pour des particules moléculaires, soit elle correspond à une réglementation particulière ou encore sont parfois regroupées en fonction de leurs effets. Les différents types de polluants. Donc, on constate donc dans la nomenclature des polluants ce qu'on appelle les polluants réglementés. C'est quoi les polluants réglementés? C'est des polluants qui ont permis qui ont un permis d'émission, donc, mais à un certain seuil. Donc, ils sont réglementés selon des quantités qui ne dépassent pas des seuils bien réglementés dans la loi nationale ou internationale. Donc, on regroupe
généralement, actuellement, hein, il existe 7 polluants qui sont actuellement réglementés et font l'objet de mesures continues dans l'air et réalisées par les associations et les instituts de surveillance de la qualité de l'air. Donc, c'est quoi ces 7 polluants? Donc, le premier polluant qui est réglementé, c'est le dioxyde du soufre, le CO2, le SO2, pardon. Le monoxyde du carbone, donc c'est le CO. Le dioxyde d'azote, le NO2. L'ozone, le O3. Les particules, donc c'est des particules avec un diamètre hydraulique de 10 micromètres. C'est les particules PM10. Le benzène, c'est le C6H6 et le plomb Pb. Donc, ces polluants, ce sont des polluants réglementés, donc qui possèdent une réglementation qui fixe le seuil d'émission de ces polluants primaires et secondaires. Donc, et lorsqu'un un pollueur ou une usine donc, qui provoque plus de la quantité permise, là, on peut appliquer ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur, donc pour que la société polluante paye donc les amendes ou des taxes sur ce qu'elle provoque comme pollution. Prochainement, sur ces 7 éléments, donc, il y a un projet, je ne sais pas actuellement, est-ce qu'ils sont déjà, est-ce qu'ils sont déjà réglementés ou non. Il y a prochainement d'autres substances qui vont être ajoutées à la liste permise. Parmi les polluants Hadoma, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc c'est les HAP, donc c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il y a 6 polluants. Le cadmium, c'est le CD. Et l'arsenic, c'est le AS. Le nickel, c'est le Ni. Et le mercure, qui est le Hg. Donc, maintenant, il y a d'autres substances qui sont pas qui sont dangereuses sur le mais c'est pas des substances réglementées. C'est les composés organiques. Dans ces composés, on constate deux groupes. C'est les composés organiques volatiles, c'est les COV. Donc, comme j'ai déjà dit, c'est des produits qui proviennent de la combustion des hydrocarbures. Et les composés organiques non méthaniques, c'est les COVNM. Donc, parmi les composés organiques volatiles, donc, il est fréquent de distinguer séparément le méthane. Attention, le méthane qui est un composé organique volatile particulier, naturellement présent dans l'air. Donc, et pourquoi naturellement présent? C'est pas uniquement à travers la combustion des composés des produits hydrocarbures, mais à travers des phénomènes naturels, on peut avoir le méthane. Par exemple, à travers la fermentation. La fermentation, elle provoque le méthane, elle provoque de l'alcool. Euh, donc, le méthane, donc c'est un composé organique volatile particulier qui est naturellement présent dans l'air. D'autres composés organiques volatiles pour lesquels on emploie alors la notion la notation composé organique volatile non méthanique. Ça veut dire donc qui ne sont pas qui n'ont rien à voir avec le méthane. Les grandes familles des composés organiques volatiles, on constate plusieurs familles de composés organiques volatiles. Donc, parmi les composés organiques volatiles, on peut distinguer différentes familles de COV. On commence par les alcanes. Les alcanes, donc, c'est des produits chimiques saturés et abondants, saturés en... donc, c'est des produits saturés en carbone,
abondants, donc elles sont abandonnées dans l'air, par exemple le propane. La deuxième famille, c'est les alcènes. C'est des produits chimiques qui ont des liaisons doubles d'azote et très réactifs avec plusieurs produits chimiques. La troisième famille, c'est les DN ou les terpènes. C'est des multiples et doubles liaisons, donc elles possèdent des liaisons doubles et des liaisons multiples. Les aromatiques mono ou polycycliques, c'est la famille, c'est la quatrième famille. Donc, elle est assez abondante, elle est moins abondante que les alcanes et les alcènes, et réactive, par exemple, le benzène et le toluène. La cinquième famille, donc, c'est les composés oxygénés, c'est les aldéhydes, les cétones, les esters, c'est des produits qui sont utilisés dans des produits de nettoyage, etc. Et les alcools. Les alcools, c'est des produits euh, c'est des produits pharmaceutiques et des produits de, qui sont utilisés dans les parfums, etc. Les aromatiques mono et polycycliques, donc, pardon, je me suis perdu un petit peu là. Donc, ici, c'est les composés oxygénés tels que les aldéhydes, les cétones, les esters et les alcools. Et les aromatiques mono et polycycliques, c'est des produits qui sont assez abondants et réactifs, par exemple le benzène et les toluènes. Parmi les aromatiques, donc, on trouve les hydrocarbures aromatiques et polycycliques, donc c'est les hydrocarbures HAP qu'on appelle les polycycliques HAP, constituant un groupe particulier en raison de leurs caractéristiques chimiques et toxicologiques. Donc, c'est des produits chimiques qui sont toxiques et qui provoquent la maladie chronique du cancer. Ils font l'objet d'une surveillance particulière du fait de leur dangerosité, donc sur la vie de l'être humain et de tout ce qui est espèce vivante sur Terre. Maintenant, on va voir les produits organiques persistants. C'est les POP. Les produits organiques persistants, les POP, il existe 12 composés organiques toxiques à basse concentration. Ce sont des résidus industriels souvent toxiques. C'est des mutagènes et donc ils provoquent des maladies respiratoires et des maladies chroniques tels que le cancer. C'est des produits cancérigènes qui interfèrent avec notre système hormonal et la liste la plus communiquée et communément admise est la suivante. Les trichloroéthylènes, les trichloroéthanes, les polychlorobiphényles et les hexachlorobenzènes. Donc, ils sont semi-volatiles et circulent plus ou moins bien dans l'air en fonction de la température de celui-ci. Dans les endroits froids, leur volatilité est réduite. Ils se concentrent donc dans les régions tempérées et polaires. Ils sont les lipophiles faibles solubilité dans l'eau mais forte dans les graisses, avec attirance forte pour les tissus où ils se concentrent généralement forte bioaccumulation. Donc, ils ont également une durée de vie très longue et donc une persistance dans le milieu. La source des composés organiques volatiles, donc comme j'ai déjà dit, donc c'est des produits qui proviennent de la combustion des produits
d'hydrocarbures. Les sources des produits composés organiques volatiles sont très nombreuses. Les émissions sont dues à certains procédés industriels impliquant la mise en œuvre des solvants, c'est la chimie de base, la chimie fine, la parachimie, dégraissage des métaux, l'application de peinture, l'imprimerie, les cols, les adhésifs et le caoutchouc, etc. En n'impliquant pas des solvants tels que dans le raffinage des pétroles, l'utilisation des CFC, c'est les chlorofluorocarbones. Les CFC, comme j'ai déjà dit, c'est des fréons, c'est des gaz frigorigènes qui sont utilisés dans les machines frigorifiques. La production des boissons alcoolisées, de pain, etc. L'utilisation des combustibles dans des foyers contribue un peu aux émissions, mais sans aucune comparaison avec la proportion indiquée pour le dioxyde de soufre et le protoxyde d'azote. On retrouve en premier rang des émetteurs qui proviennent les émetteurs des transports, surtout automobiles. On notera également que la biomasse est fortement émettrice des produits, de ces produits composés organiques volatiles, tels que les forêts, à travers la fermentation des produits organiques, etc. Sans oublier non plus les émissions liées aux produits domestiques tels que les peintures, les produits d'entretien parfums et cosmétiques, les journaux, le tabac, etc. Voici quelques exemples de composés organiques volatiles associés à des sources courantes, sources intérieures. Cette liste reflète la diversité des sources et des substances regroupées sous la dénomination des composés organiques volatiles, donc abrogés donc, dans le COV. Il y a les alpha-pénènes désodorisants, le dichlorobenzène, attention, c'est des appellations chimiques et c'est des appellations très compliquées. Et donc, on peut se tromper entre deux composés organiques volatiles. Comme j'ai déjà dit, le alpha-bénène, le dichlorobenzène, le trichloroéthane, le tréméthylbenzène, le méthoxypropanol, le butoxyéthanol, le éthoxyéthanol, le benzène, le butylacétate. Le butylacétate, c'est un produit de nettoyage qui sert à nettoyer les matières grasses, surtout dans le secteur industriel, là où ils utilisent par exemple des peintures à base de l'huile. Par exemple, la peinture qu'on a utilisée pour la peinture des cuisines, des salles de bain, c'est une peinture à base de l'huile, donc qui est difficilement, qu'on ne peut pas le nettoyer à base de l'eau, mais on utilise des produits de nettoyage, par exemple l'acétate. L'acétate, c'est un produit de nettoyage qui sert à nettoyer, par exemple, les peintures à base de l'huile. Et le cyclohexane, le décane, etc. Donc, c'est des appellations très compliquées et donc c'est des familles de composés organiques volatiles qu'on trouve dans les différents secteurs. Donc, le toluène, le toluène hada, c'est un produit qui est utilisé dans la production des peintures, les vernis, les cols, les encres à base de toluène, les moquettes, les tapis, les calfatages de silicone, donc c'est une résine, les vapeurs d'essence, etc. Les trichloroéthylènes, qui est utilisé dans la production des peintures, les vernis, les cols, les digraissants. Et le dernier, c'est l'indécane, donc il est utilisé pour la production des cols pour les sols,
les cires, les vernis à bois et les nettoyants du sol. Maintenant, ça c'est des produits gazeux ou liquides, donc qu'on trouve dans l'atmosphère, qui provient de différentes des différents secteurs que l'être humain utilise. Maintenant, on va voir les métaux lourds. C'est des métaux polluants qui sont dangereux, qui sont nocifs à l'environnement et qui se trouvent sous forme de particules. C'est des métaux, c'est des matériaux. Donc les métaux lourds désignent en général les métaux dont le poids atomique est supérieur à celui du fer. Donc le fer ici, c'est la référence. Ces métaux sont parfois également désignés par le terme des métaux traces ou d'éléments traces métalliques. On considère en général les métaux lourds suivants. C'est l'arsenic, le As, le cadmium, c'est D, le chrome, c'est R, le cuivre, c'est U, le mercure, Hg, le nickel, Ni, le plomb, Pb, le sélénium, Ce, le zinc, Zn. Chaque métal possède des caractéristiques et des impacts propres à lui. Néanmoins, on distingue en particulier le mercure qui est le Hg. Le mercure est le seul métal liquide à la température ambiante. Il se combine très aisément avec d'autres composés et a une volatilité importante. Faites attention, le mercure, il a une volatilité très très importante. Donc d'ailleurs, c'est dangereux de le toucher. Le plomb, une source importante des émissions de plomb dans l'atmosphère a été le transport. Par exemple, les carburants qui possèdent le plomb. Parce que le plomb, c'est un additif qu'on ajoute au carburant pour diminuer, donc c'est pour augmenter son indice d'octane. C'est pour augmenter son aspect d'inflammation. C'est pour rendre ce carburant inflammable facilement. Par exemple, si on fait une comparaison entre le super sans plan et le super avec plan, vous trouvez le super avec plan, il se brûle difficilement. D'ailleurs, les gens qui ont utilisé le carburant super sans plan, vous remarquez que vous consommez votre plein plus rapidement que lorsque vous utilisez le super avec plan, le super habituel, le super que vous utilisez directement dans le plan HADA. Il permet donc au carburant de ne pas s'inflammer rapidement. Faites attention, j'ai un peu mélangé les choses là. Attention, le plan HADA, comme j'ai déjà dit, c'est un additif au carburant. Donc la combustion de ces carburants donc euh, participe à l'émission des particules de plomb dans l'atmosphère. Donc les carburants sans plomb, donc ils sont donc c'est des carburants qui ne jettent pas de particules de plomb dans l'atmosphère, puisqu'il n'y a pas cet additif. Mais l'inflammation des carburants qui possèdent le plomb, donc, elle est moins importante que l'inflammation d'un carburant qui ne possède pas de plomb. Le plomb, donc, c'est un additif pour diminuer l'aspect d'inflammation des carburants. C'est un additif pour diminuer l'indice d'octane. Pour l'indice d'octane, c'est un indice, donc vous allez le voir dans le module moteur à combustion interne dans le deuxième semestre. Donc vous allez voir que les carburants qui possèdent du plomb donc sont moins inflammables que les carburants qui ne possèdent pas l'additif du plomb. Le cadmium, donc le cadmium, c'est des particules aussi, c'est un matériau qui provient surtout de l'incinération des déchets ainsi que des procédés industriels tels que la métallurgie.
Il a des effets sur les systèmes respiratoires et les gastro-intestinaux. Donc, il a un effet négatif sur euh, la vie de l'être humain. Ces trois métaux se distinguent des autres métaux souvent considérés comme des oligo-éléments, donc qui peuvent être utiles. Les premiers sont tous très toxiques, effets sur les systèmes nerveux, et ont une durée de vie très grande et une conductivité électrique élevée. Les métaux ne posent pas seulement de problèmes. Donc ces trois métaux se distinguent des autres métaux souvent considérés comme des oligo-éléments, peuvent être utiles. Les premiers sont tous des produits toxiques, effets sur le système nerveux, et ont une durée de vie très grande et une conductivité électrique élevée. Les métaux ne posent pas seulement un problème pour la pollution de l'air, mais aussi pour celle de l'eau et des sols. Donc, ils provoquent des risques sur le support naturel de notre produit agricole et les eaux douces qu'on consomme. Les particules. Les particules regroupent également une variété importante des substances. Donc, les métaux, donc comme vous avez vu, les métaux, c'est des métaux qui sont des métaux qui se trouvent sous forme de lingots, je ne sais pas. Par contre, les particules se trouvent dans l'atmosphère sous forme des produits qui se déplacent avec de l'air, avec l'air. Les particules, c'est des particules très fines, alors de quelques micromètres, et le terme particule désigne en général la fraction des composants liquides ou solides en suspension dans le milieu gazeux. Souvent, les particules sont classées en fonction de leur granulométrie. Donc, en particulier, donc en suspension, donc la masse totale des particules avec donc une signification par exemple PM10 avec une masse des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 10 micromètres. Le PM2,5, c'est la masse des particules dont le diamètre aérodynamique ou la hydraulique moyen est inférieur à 2,5 micromètres. Les PM1, 1.0, c'est la masse, c'est des particules avec la masse des particules dont le diamètre aérodynamique moyen inférieur à 1 micromètre. Les particules ultra fines, et c'est les particules les plus dangereuses sur la vie de l'être humain, c'est des particules dont le diamètre aérodynamique moyen est inférieur à 0,1 micromètre. Les nanoparticules, c'est des particules plus dangereuses que les ultrafines et c'est des particules de diamètre aérodynamique moyen inférieur à 0,05 ou 0,03 micromètres. La composition chimique des particules est également un paramètre très important pour les études des pollutions atmosphériques. Donc, on utilise la composition chimique de ces particules pour les études, pour voir l'effet de ces particules sur la vie de l'être humain ou sur la vie totale sur Terre. Les chlorofluorocarbones. On a déjà parlé sur ces chlorofluorocarbones. Ce sont les gaz, c'est les fluides frigorigènes qu'on utilise dans les machines frigorifiques, dans les systèmes de climatisation. Ça s'appelle les chlorofluorocarbones, c'est les CFC ou les CFCS, également connus sous le nom d'effrayants. Sont non toxiques, ce n'est pas des produits toxiques, et c'est des produits ininflammables et non cancérogènes, comme ils disent certains chercheurs scientifiques. Ils disent c'est des produits cancérogènes. Non, ce pas des produits cancérogènes. Ils contiennent des atomes
de fluor, des atomes du carbone et des atomes de chlore. C'est pour ça qu'ils se nomment les chlorofluorocarbones. Les 5 CFC principaux, incluant le CFC 11, c'est le fréon 11, le trichlorofluorométhane, le CFC 13, le CFC 12, c'est le fréon 12, le dichlorofluorométhane, c'est le CF2C12. Après, le CFC 113, c'est le fréon 113, c'est le trichlorofluoroéthane, le C2F3C13. Le CFC 114, c'est le dichlorotétrafluoroéthane, c'est le C2F4C12. Et le CFC 115, c'est les chlorobentafluoroéthane, C2F5C12. Attention, il y a une erreur, c'est C12. Les CFC sont largement perdus comme des liquides réfrigérants dans la réfrigération et la climatisation, comme dissolvant dans les décapants pour le nettoyage contre l'oxyde de fer. Un décapant, c'est pour nettoyer ce qu'on appelle sded. En particulier pour les cartes électroniques et dégrippants. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est des dégrippants qu'on utilise pour les cartes mères des micro-ordinateurs, etc. Comme des dissolvants en tant qu'agent de soufflage dans la production de mousse. Par exemple, la mousse de polyuréthane, on utilise ces CFC pour souffler cet isolant, comme vous le connaissez. Donc le polyuréthane, c'est un isolant qui est utilisé généralement dans les réfrigérateurs. On utilise ces CFC pour cette mousse de polyuréthane pour son amplification. Par exemple, les extincteurs aussi, c'est pour les systèmes anti-incendie. Et comme des propulseurs en aérosol. Leur durée de vie dans l'atmosphère varie de 20 à plusieurs centaines d'années. À l'heure actuelle, les CFC ne constituent plus un problème majeur de la pollution atmosphérique, voire ci-après. Alors, il y a des chercheurs scientifiques qui considèrent ces CFC comme des produits nocifs à la couche d'ozone. Attention, cette politique-là, donc on peut la considérer comme une information juste, comme on peut la considérer comme une information euh, qui n'a aucun lien avec la réalité, parce que c'est purement de la concurrence économique entre les producteurs de ces CFC. Euh, il y a des producteurs des CFC, il y a des producteurs des HCFC, c'est les hydrochlorofluorocarbones. Donc il y a une concurrence purement commerciale entre ces producteurs-là. Donc, l'un dit à l'autre que votre produit il est nocif à la couche d'ozone et provoque l'élargissement de... Attention, c'est une guerre économique entre les producteurs et les utilisateurs de ces gaz chlorofluorocarbones. Les effets des différentes substances sur l'environnement. L'impact de la pollution conditionnant donc la plupart du temps le choix des substances retenues dans un inventaire. L'échelle géographique pertinente pour analyser les phénomènes de pollution de l'air va du très local, par exemple des odeurs, effets des particules et du benzène, sur la santé de l'être humain, à l'échelle mondiale, par exemple, à l'effet de serre et l'élargissement de la couche d'ozone, en passant par des phénomènes régionaux ou continentaux, pluie acide ou pollution photochimique. On classe souvent les effets en fonction de l'échelle qui les concerne.
Effet de serre et changement climatique. Donc, comme vous le savez, donc l'effet de serre est un phénomène naturel qui est nécessaire pour la vie de l'être humain, mais malheureusement, les émissions de ces produits polluants dans l'atmosphère augmentent cette, ce phénomène ou amplifient ce phénomène naturel. Donc, ce qui va participer à l'augmentation de la température moyenne de la Terre, d'où l'augmentation de la température des mers, des lacs, des océans, etc. Ce qui va créer des problèmes environnementaux très dangereux. L'effet de serre est un phénomène avant tout naturel de piégeage. Donc, c'est pour piéger par l'atmosphère des rayonnements de chaleur émis par la Terre sous l'effet des rayons solaires. Il permet une température sur Terre bien supérieure à celle qui est, qui est régénérée en son absence, plus de 33 degrés Celsius en environ. Le groupe de gaz responsable de ce phénomène est présent dans l'atmosphère à l'état de trace. Il s'agit pour l'essentiel de la vapeur d'eau. Donc, la vapeur d'eau, elle est considérée comme un gaz, le H2O, il est considéré comme un gaz à effet de serre. Des gaz carboniques tels que le dioxyde du carbone, le méthane c'est le CH4 et le protoxyde d'azote le N2O. Donc ce sont les gaz à effet de serre qui sont connus et qu'on a déjà calculé les concentrations, les émissions de ces gaz dans les séries d'exercices qu'on a fait déjà dans les TD. Donc bien que la vapeur d'eau constitue le plus important gaz à effet de serre, les activités humaines n'influent pas de façon sensible sur sa concentration atmosphérique, qui est naturellement très variable. En revanche, des études ont montré que la concentration de dioxyde du carbone, du méthane et du protoxyde d'azote ont augmenté fortement par rapport à leur niveau du premier euh, de l'ère industrielle à cause des activités industrielles de l'être humain. Les principales substances émises considérées pour leur impact sur l'effet de serre sont donc le dioxyde du carbone, le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote et les HFC. Donc, on spécifie selon 8 composés. Les PFC, donc on spécifie 5 composés. Les SF6, c'est les fluoro, le soufre, pour permettre de comparer entre eux les effets des différents gaz. Les experts utilisent ce qu'on appelle un facteur qui s'appelle le potentiel de réchauffement global, c'est le PRG. Donc c'est pour évaluer l'impact de ces gaz à effet de serre sur la vie de l'être humain ou sur l'environnement, qui est le rapport de façonnage radiatif d'un gaz à celui du carbone, du dioxyde de carbone. Donc ici, le dioxyde de carbone, c'est la référence des gaz à effet de serre pour calculer ce PRG, c'est le potentiel de réchauffement global. Par construction de PRG du CO2 et donc le PRG de CO2, il est de 1. Pour les autres, donc, il varie de 1 jusqu'à l'infini. Donc, on calcule ce potentiel de réchauffement global par rapport à celui du carbone. Le PRG, donc, le PRG, le potentiel de réchauffement global, qui est calculé en tonnes équivalent CO2 de ces différents de gaz tels que définis par GEC, le GIEC. Donc c'est une association internationale. Sont ceux de 1995 selon la décision prise à ce jour par les conférences de pays. Donc, comme j'ai déjà dit, le PRG de CO2 c'est 1. Le PRG de CH4 il est de 21. Le PRG pardon, de N2O il est de 310. Le PRG des HFC
donc il est variable entre 140 et 11 700, selon les molécules considérées. Donc la valeur, c'est une valeur pondérée de 5411 en 90 et de 1751 en 2003. Les PFC, donc le PRG il est variable de 6500 à 9200 selon les molécules considérées. Et les SF6, donc il est de 23 900. Voilà, donc ce sont les potentiels de réchauffement global des différents gaz à effet de serre, qui est calculé par rapport à celui de dioxyde du carbone. La destruction de la couche d'ozone. Donc, la destruction de la couche d'ozone, c'est parmi les risques, qu'on a dus à l'émission de certains gaz à effet de serre et l'utilisation euh, de certains produits. Donc, la couche d'ozone localisée dans la stratosphère filtre à l'extérieur les rayonnements dans la partie ultraviolet du spectre qui est préjudiciable aux cellules. Sans ozone, sans cette couche d'ozone, la vie sur Terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La découverte d'un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique et son association avec les CFC. Donc c'est toujours cette information que les CFC, ce sont les gaz responsables sur la création de ce trou d'ozone, mais il y a des chercheurs qui disent que ce n'est pas les CFC qui créent. D'ailleurs, il n'existe même pas ce trou d'ozone. Selon les, les, les- selon les articles scientifiques de certains chercheurs. Donc, ce trou de couche d'ozone, ils disent que, et certains chercheurs disent que c'est à cause de l'utilisation des CFC synthétiques et amener le monde à agir pour protéger la couche d'ozone. Donc, c'est le protocole de Montréal en 79. La destruction de la couche d'ozone se produit quand l'équilibre naturel entre la production et la destruction de l'ozone stratosphérique est incliné en faveur de la destruction. Bien que les phénomènes naturels puissent causer la perte provisoire de l'ozone, le chlore et le brome libérés dans les composés synthétiques tels que les CFC sont maintenant considérés comme cause principale de cet amincissement, et les émissions des CFC représentent environ 80% de l'aminissement total de l'ozone stratosphérique. Les autres substances responsables de la réduction de la couche d'ozone sont les tétrachlorures de carbone, le méthylchloroforme et les halons. C'est des produits qui sont utilisés dans les extincteurs. Le bromure de méthyle, les HCFC. Les HCFC, donc c'est les hydrochlorofluorocarbones, le potentiel d'amoindrissement de la couche très inférieure au CFC. Donc l'utilisation de ces HCFC, l'acte de ces HCFC, il est moindre que donc les effets des CFC sur la couche d'ozone. C'est seulement à partir de la période des années 2000, entre 2000 et 2005, selon le protocole de Montréal respecté, que l'on voit dans la stratosphère une diminution des produits responsables de la destruction de la couche d'ozone. La diminution de la couche d'ozone devrait donc se poursuivre encore quelques années d'après les modèles. Le déficit d'ozone, selon latitude, serait alors de 10% environ. Il ne pourrait pas être comblé avant une cinquantaine d'années.
Cette restauration de la couche d'ozone pourrait être retardée ou menacée si quelques pays, notamment les grands pays de développement tels que la Chine, l'Inde, le Brésil, ne respectant pas totalement les accords internationaux de limitation des produits chimiques incriminés. Néanmoins, la destruction de la couche d'ozone, compte tenu de la réduction des émissions des CFC, n'apparaît plus comme un problème environnemental prioritaire à l'heure actuelle. Donc, un autre problème sur l'environnement, donc c'est l'acidification, l'eutrophisation et photochimie. Donc, c'est quoi l'eutrophisation? L'eutrophisation, donc, est due à un apport excessif en nutriments, en nutriments et en matières organiques biodégradables issues de l'activité humaine. Elle s'observe surtout dans les milieux aquatiques dont les eaux sont peu renouvelables. Stimuler donc cette eutrophisation, donc c'est le rejet des produits organiques dans les fleuves, dans les mers, etc. Stimulé par des apports substantiels en certains nutriments, dont principalement le phosphore et l'azote. Le phyto, le phytoplancton et certaines plantes aquatiques croissant et se multiplient de manière excessive, ce qui conduit, lorsqu'elles se décomposent, à une augmentation de la charge naturelle de l'écosystème en matière organique biodégradable. Les bactéries qui dégradent cette matière organique proliférant à leur tour en approvissionnant de plus en plus l'oxygène de l'eau. Les principales substances mises en relation avec le problème d'acidification et l'eutrophisation et la photochimie sont le dioxyde de soufre, le protoxyde d'azote et l'ammoniac, le NH3, et le composé organique volatile non méthanique, dont la spécification, dans la spéciation de plus de 200 composés, et le monoxyde du carbone. Les substances chimiques sont parfois converties en unités telles que l'indicateur acide équivalent, c'est le A équivalent, a le potentiel de création d'ozone, c'est la photochimique. Donc, d'ozone photochimique, c'est le PCOP. Un autre risque, un autre phénomène donc, qui représente un risque sur l'environnement, ce sont les pluies acides. Ces pluies acides, on les constate dans les pays industriels généralement. Les pluies acides est un terme utilisé pour décrire toute forme de précipitation acide. C'est des pluies ou des neiges ou des grêles ou de brouillard qui, qui ont une acidité très importante. Le dioxyde de soufre et l'oxyde d'azote sont les principales causes des pluies acides. Ces polluants s'oxydant dans l'air pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique ou des sels. On les retrouve dans les nuages et les précipitations parfois à des milieux ou des kilomètres, dans des milieux ou des kilomètres, près de kilomètres de leur point d'émission. C'est la pollution transfrontière à longue distance. Ceci concourt à des dépôts acides et de l'acidification accrue des pluies par rapport à celle résultant de la seule présence de gaz carbonique dans l'air, qui fait que le pH naturel d'une pluie est toujours acide de l'ordre de 5,6 donc de cette pluie. Donc, pour les pluies, naturellement, donc c'est des pluies neutres, mais ces pluies acides, le pH de ces pluies acides, il est de l'ordre de 5,6. Maintenant, le pic d'ozone. Les pics d'ozone, donc les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, COV,
régissent donc régissent dans la troposphère sous l'effet de rayonnement solaire pour former des polluants photochimiques. Le principal polluant photochimique est d'ozone. Sa présence s'accompagne d'autres espèces aux propriétés acides ou oxydantes telles que les aldéhydes, des composés organiques nitrés, des acides nitriques, de l'eau oxygénée, etc. Donc cette pollution s'observe surtout en été dans les régions préurbaines et rurales sous le vent des agglomérations et concourant l'accroissement de la pollution de fond par l'ozone, en hausse d'environ 1% par an sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Donc, c'est dans la partie là où il se trouvent les pays industriels. L'ozone et les polluants photochimiques sont également des espèces phototoxiques. L'ozone peut perturber la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, c'est le phénomène naturel à travers lequel les plantes régénèrent donc l'oxygène, produisent de l'oxygène et absorbent le dioxyde du carbone. Altérer la résistance des végétaux et diminuer donc leur productivité et provoque des liaisons visibles. Le tabac BW3 est parfois utilisé comme bioindicateur d'ozone. Donc l'ozone contribue également avec le dépôt acide et d'autres facteurs défavorables, donc la sécheresse et la pauvreté des sols, etc., aux troubles forestiers observés en Europe et en Amérique du Nord. La pollution par l'ozone demeure préoccupante et chaque année en période estivale, dans diverses régions subissent des situations de pointes de pollution photochimique au cours desquelles des seuils jugés nocifs peuvent être atteints, voire dépassés. Donc vis-à-vis de la santé de l'homme que des végétaux. De telles situations peuvent s'observer de 1 à 2 jours par semaine en été, notamment dans les régions très ensoleillées. La plupart, par exemple à l'Inde, en Chine, etc., la pollution à l'ozone, pic d'ozone, est liée à un excès d'ozone dans les couches basses de l'atmosphère. Cet excès est nuisible pour la santé des organismes vivants. Ce problème est distingué du trou dans la couche d'ozone qui correspond à un manque d'ozone dans les couches stratosphériques pour faire barrière au rayonnement solaire. Ce problème est distingué donc dans la couche d'ozone qui correspond à un manque d'ozone dans la couche stratosphérique pour faire barrière au rayonnement solaire. Les principales substances mises en relation avec le problème d'acidification et l'eutrophisation et photochimie sont le dioxyde du carbone, le protoxyde d'azote, le NOx, et l'ammoniac, le NH3, les composés organiques volatiles non méthaniques, dont la spécification plus de 200 composés. Les substances chimiques sont parfois converties en unités telles que les indicateurs acides équivalents, donc c'est le AEK, ou le potentiel de création de zones photochimiques, le PCOP. Effet sur le matériau, donc ces émissions de gaz à effet de serre et des produits acides, etc., ont un effet sur les matériaux qu'on utilise, par exemple les produits de construction, etc.
Donc les métaux sont essentiellement affectés par la pollution acide, surtout liée au dioxyde de soufre, qui entraîne une dégradation des édifices. Donc c'est la dégradation des bâtiments, tels que les briques, les mortiers, etc. Donc cette acidification, elle provoque une dégradation de ces matériaux de construction. Les monuments ou les façades des meubles. Il s'agit bien souvent de la décomposition de certaines pierres, le calcaire sous l'effet des acides. Les particules interviennent plutôt sur l'aspect de salissure des bâtiments. La pollution atmosphérique met en danger notre patrimoine culturel et occasionne d'onéreux travaux. Elle occasionne donc d'onéreux de travaux importants de ravalement de façades ou de restauration des monuments. Maintenant, leur effet sur les écosystèmes, tels que les forêts, les réserves d'eau douce, etc. Les arbres vivants et les arbres et dépérissant pour des causes naturelles très variées, ne serait-ce que l'âge. Le dépérissement soudain, constaté surtout depuis 1980, semble relever de causes tout à fait inhabituelles. Les responsables considèrent que la pollution atmosphérique est l'un des nombreux éléments qui participent au dépérissement forestier. Des recherches en laboratoire ont montré que les causes des dépérissements forestiers sont très complexes. Par exemple, le sol de mauvaise qualité, la sécheresse anormale, la présence de polluants dans l'atmosphère, principalement la pollution acide et l'azote, mais à proximité de certains sites générateurs de pollution, tels que les sites industriels, les grosses infrastructures routières, on observe également des baisses de rendement des terres agricoles. En outre, on peut parfois observer localement une contamination des sols où s'accumulent des métaux comme le plomb et en bordure des routes, dû à la combustion des carburants qui contiennent du plomb. L'acidification des lacs et des cours d'eau entraîne une destruction parfois irréversible de la vie aquatique, telle que la disparition de quelques algues, de quelques créatures microscopiques, etc. Outre le problème d'eutrophisation, la baisse du pH provoque la mise en solution de métaux contenus naturellement dans le sol, comme l'aluminium, comme l'aluminium, toxique à l'état dessous pour presque la totalité des organismes vivants. Les métaux lourds contaminent également à la fois les sols et les réserves d'eau douce. Leur accumulation dans les sols et les eaux laisse craindre une contamination de la chaîne alimentaire. Ce type de pollution s'observe au niveau local. C'est à proximité de certains sites là où il y a les émissions de ces métaux lourds, mais aussi à l'échelle régionale et continentale, notamment pour certains métaux comme le mercure. Maintenant, l'effet de ces polluants sur la santé de l'être humain. Les limites de concentration dans l'air de certains polluants tels que le dioxyde de soufre, les poussières, le dioxyde d'azote, le plomb, l'ozone, imposent par des directives tient compte des effets imposées par des directives tient compte des effets sur la santé de certaines substances. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS,
édicte les règles qu'il faudrait respecter pour les divers polluants. Ça veut dire c'est les polluants réglementés. Certains effets sont associés à des seuils, c'est-à-dire qu'on peut déterminer une valeur de concentration dans l'air en dessous de laquelle la substance n'est pas dangereuse. Ça veut dire c'est toujours la réglementation des émissions de ces polluants-là. Pour certaines substances, il n'existe pas de seuil au sens médical du terme, mais il existe des seuils réglementaires, ces niveaux de polluants acceptables dans l'air, mais non dénués de conséquences. Donc, il n'a pas de conséquences. Les effets sur la santé ayant été les plus étudiés sont les effets à court terme liés à des concentrations élevées de certaines substances. Des études sont également menées pour évaluer les conséquences à long terme d'une exposition à un niveau de pollution plus faible. Pour déterminer le seuil ou donc des informations ou des alertes ou des protections de la santé, on se base sur des études toxicologiques et épidémiologiques de, de ces substances. La toxicologie vise à étudier par une analyse phénoménologique ce qui fait qu'une substance est bien tolérée et l'autre non, à découvrir à partir de quelle dose de molécules elle deviendra dangereuse. Donc, la toxicologie, comment elle est étudiée? Donc, elle est étudiée par des analyses phénoménologiques, donc c'est des phénomènes sur la santé de l'être humain. Donc, c'est des analyses qui montrent les phénomènes sur le comportement de l'être humain, le comportement de certaines substances vivantes. C'est des analyses phénoménologiques sur le comportement, la vie de certaines substances et voir pour découvrir à partir de quelle dose de cette molécule elle deviendra dangereuse ou à partir, à partir de quelle à partir de quelle valeur de cette, euh, de cette substance on peut avoir des risques sur de toxicologie sur les espèces vivantes. L'épidémiologie donc consiste à analyser statiquement donc les relations entre une expansion et des effets. Donc on voit l'influence de certaines substances sur la vie de l'être humain de point de vue statique sur la relation de cette substance sur la santé de l'être humain. Alors, ci-dessous, les effets de quelques polluants sur les espèces vivantes ou la race humaine. Donc, ci-dessous, les effets de polluants les plus courants qui sont présents sur l'atmosphère, les particules. Donc, l'effet des particules, donc plus particulièrement, donc, sont fines, plus elles pénètrent profondément dans l'appareil respiratoire et plus leur séjour est important. Ils ont une double action liée aux particules proprement dites et aux polluants qu'elles transportent, tels que les métaux, les hydrocarbures, les dioxydes de soufre, etc. Elles irritent le système respiratoire et créent, donc c'est des substances qui créent une irritation du système respiratoire, c'est des inflammations et la création de certaines bactéries. Donc, elles irritent les systèmes respiratoires humains et peuvent contribuer au déclenchement des maladies respiratoires aiguës et chroniques.
Le dioxyde de soufre, donc, il crée donc le, le risque de ce produit polluant. Donc, il crée une inflammation des bouches, des branches respiratoires, avec un spasme qui provoque une altération de la fonction respiratoire. Donc, il peut créer même ce qu'on appelle l'asthme. Donc, c'est des maladies respiratoires aiguës et chroniques. Le monoxyde d'azote et le protoxyde d'azote, donc c'est un produit toxique qui pénètre profondément dans les poumons et qui crée des maladies chroniques. Même, il peut créer donc le cancer donc c'est le cancer de l'appareil respiratoire. Les pics de concentration sont plus nocifs qu'une même dose sur une longue période. Le monoxyde d'azote donc est un gaz irritant pour les bronches respiratoires. Il réduit le pouvoir d'oxygénation, oxygénateur du sang. Donc, c'est la même chose pour l'effet du monoxyde du carbone. Donc, il crée une mauvaise oxygénation du sang, ce qui fait donc la mort subite sous l'effet de la mauvaise respiration. Les produits composés organiques volatiles, donc certains composés organiques volatiles tels que les aromatiques qui sont utilisés dans les produits pharmaceutiques et les produits des parfums, etc., tels que les olefines qui provoquent des irritations des yeux, c'est une inflammation des yeux, les aldéhydes qui créent, donc les aldéhydes, c'est des produits de nettoyage qui sont des puissants irritants des muqueuses, donc ils créent des produits muqueuses sur la peau. Certains composés organiques volatiles tels que le benzène sont des produits cancérogènes. Le monoxyde de carbone, donc on le connaît tous, donc c'est un produit résultant de la combustion de certains produits hydrocarbures tels que le gaz naturel, les produits de pétrole, le mazout, etc. Donc se fixe sur l'hémoglobine du sang. Le phénomène est irréversible. On connaît les accidents mortels, donc c'est des accidents mortels qu'on connaît surtout dans la période hivernale, liés à ce qu'on appelle l'inhalation de CO2 lorsque le fonctionnement défectueux du chauffe-eau, donc une mauvaise combustion des gaz naturels ou des produits d'hydrocarbures, donc ce qui va euh, créer une asphyxion ou des accidents mortels pour les êtres vivants. L'ozone, l'ozone est un oxydant puissant. C'est un irritant des yeux, donc il crée des inflammations des yeux, de la gorge, une inflammation de la gorge et des branches respiratoires. Il a aussi des effets mauvais sur l'exercice physique des muscles. Donc, et voilà, donc c'est. Donc, voilà, donc ce sont les. Parmi. Donc, c'est des effets sur c'est des effets de certaines substances sur l'être humain. Donc, et donc, vous voyez que c'est des produits non seulement nocifs à l'environnement, mais qui ont un effet direct sur la santé de l'être humain. Pour les études d'impact donc des particules, donc c'est les POP. Donc là, il est donc pour les études d'impact des projets routiers de grande taille. Donc,
on retient la liste suivante des polluants sources. Donc la source du ministère de l'équipement. Donc les produits polluants réglementés, on trouve l'indicateur, les indicateurs du protoxyde d'azote, le monoxyde du carbone, les hydrocarbures et les composés organiques volatiles, le benzène, le 6,6H6, les particules émises à l'échappement telles que le dioxyde du carbone, les particules émises par l'échappement des véhicules, le dioxyde du carbone, le dioxyde du soufre et la consommation énergétique. La pollution particulière telle que elle est provoquée, telle que ce qu'elle est provoquée par le cadmium et le plomb, l'exposition aiguë aux acrohélènes tels que et le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le benzène, l'exposition par inhalation au benzène, aux particules dont le diamètre hydraulique inférieur à 10 micromètres, le chrome, le formaldéhyde et le bétadène, l'acétaldéhyde, le nickel, le cadmium, le benzopyrène, l'argon et l'acrolène, le dioxyde d'azote et le plomb. L'exposition par voie orale au benzopyrène, le chrome, le nickel, le cadmium, l'argon et le plomb et le barium. Maintenant, comme on a vu donc les différentes substances polluantes, on va voir les différents émetteurs de ces les différents émetteurs de ces produits polluants. Parmi tous les émetteurs potentiels de polluants, on a tendance à distinguer différentes catégories d'émetteurs. Les sources non anthropiques ou non naturelles. Il s'agit des sources induisent des rejets de substances polluantes, mais qui ne sont pas liées à l'activité humaine. Parmi ces sources, on peut également distinguer les sources biogénétiques, telles que liées à la présence d'organismes vivants sur Terre. Des autres sources, l'éruption volcanique, telles que les dégagements de très importants produits soufrés. Et un exemple de source naturelle, de même que la production d'embruns marins, tels que les particules, pour les sources biogénétiques, il n'est pas toujours évident de classer ce type de source qu'à de l'élevage d'animaux. Donc l'élevage des animaux donc, provoque aussi certaines émissions de gaz à effet de serre, telles que par exemple le méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre qui est émis par la fermentation des bousses d'animal, c'est les déchets des animaux. Par exemple, les bousses de vache. Les sources anthropiques ou naturelles, anthropiques ou industrielles, pardon. Ces sources sont le fait de l'activité de l'être humain dans les différents secteurs. Cependant, la frontière entre la source anthropique et naturelle n'est pas toujours bien délimitée. Parmi les sources anthropiques, on propose souvent les sources fixes, émises par des installations qui ne se déplacent pas, par exemple les usines, ou des sources mobiles liées au transport, telles que les voitures, les trains, les avions, etc. Une autre notion est également importante pour la caractérisation de sources et de leur distribution géographique, c'est la notion de source ponctuelle qui caractérise plutôt les grands sites industriels qui sont des points sources. Elles sont étudiées en conjonction avec des données concernant leur localisation, leur capacité et leur activité. Les sources ponctuelles définies par la nomenclature coronaire, voir ci-dessus, donc on va la voir ci-dessous, sont
les usines de production ayant une capacité thermique supérieure à 300 MW, les raffineries, les fabrications d'acide sulfurique, d'acide nitrique, les unités de production de fer ou d'acier supérieures à 3 mégatonnes par an, les usines de pâte à papier, ça veut dire du cellulose, de capacité supérieure à 1000 kilotonnes par an, les usines de peinture de voitures ayant une production supérieure à 100 000 véhicules par an, les aéroports de plus de 100 000 vols ou landing, les cycles normalisés des tests de moteurs d'avion en cycle par an, toutes les usines émettant plus de 100 000 tonnes par an de dioxyde de soufre ou de protoxyde d'azote ou de produits composés organiques volatiles et celles émettant au moins 300 000 tonnes par an de dioxyde du carbone. Alors, donc toutes ces émetteurs donc, sont classés dans ce qu'on appelle une nomenclature qui s'appelle la nomenclature coronaire. Donc cette nomenclature coronaire permet de classer les émetteurs en fonction de 11 catégories. Donc cette nomenclature a été baptisée par la SNAP, donc c'est la Selected Nomenclature for Air Pollution. Elle contient près de 400 familles, mais les 11 catégories principales sont les suivantes. Donc, il y a près de 400 catégories, mais on se focalise uniquement sur 11 catégories principales qui sont les suivantes. La première famille, donc, c'est la famille qui provoque la combustion dans l'industrie de l'énergie et de la transformation de l'énergie. La deuxième famille, donc, c'est la famille là où il y a la combustion hors industrie. La troisième famille, la troisième catégorie, c'est la catégorie là où il y a la combustion dans l'industrie manufacturée. Là où il y a des chaudières, des turbines, des moteurs fixes, les fours, les procédés énergétiques, etc. La quatrième catégorie, c'est la catégorie où le procédé de production est, donc, il y a des procédés de production dans l'industrie pétrolière, la sidérurgie, l'huilerie, de l'industrie de métaux non ferreux, donc c'est des métaux qui ne dépendent pas du fer, l'industrie chimique organique et inorganique, de l'industrie du bois et la production, les procédés de production de l'alimentation, du papier et des boissons, surtout les boissons alcoolisées. La cinquième catégorie, donc c'est la catégorie là où il y a l'extraction et distribution de combustibles fossiles. La sixième, donc là où il y a c'est la catégorie où là où il y a l'utilisation des solvants ou d'autres produits chimiques. Là où il y a l'application de peinture, dégraissage, le nettoyage à sec le nettoyage à sec des produits, la fabrication de produits chimiques, les anesthésies et produits de nettoyage. La septième famille, ou la septième catégorie, c'est la catégorie de transport routier, tout ce qui est voiture, véhicules utilitaires légers, poids lourds, motocycles et motocyclettes, évaporation d'essence, les pneus, les freins, etc. La huitième catégorie, c'est les autres sources mobiles et les machines telles que les activités militaires, le ferroviaire, navigation fluviale, trafic aérien, les engins spéciaux pour l'agriculture, la sylviculture, l'industrie et les loisirs. La neuvième catégorie, c'est la catégorie là où il y a le traitement et l'élimination des déchets, tels que l'incinération des déchets, la sélection des déchets, des décharges, les décharges, la crémation
le traitement des eaux usées, les centrales de traitement des eaux usées et l'épandage. La catégorie 10, donc c'est la catégorie de l'agriculture et la sylviculture. C'est la culture avec engrais, sans engrais, en cobuage et la fermentation entérique. Bien sûr, la fermentation, c'est la fermentation qui provoque l'émission de méthane et des alcools. La déjection animale, c'est tout ce qui est déchet animal. Utilisation des pesticides, c'est des produits pour le traitement des produits agricoles contre les insectes et les petites les insectes dangereuses. Les autres sources, donc la 11e catégorie, c'est les autres sources autres que les sources qu'on a vues avant. Donc c'est les autres sources et les puits tels que les forêts naturelles de feuillures, donc de conifères, les feux de forêt, les prairies, les zones humides, les eaux, les animaux, les volcans, les foudres, les forêts et les forêts exploitées. Donc cette nomenclature corinaire, donc comme vous avez vu, l'englobe à peu près 400 catégories, mais là on se focalise uniquement sur 11 catégories la plus connues, la plus connue, les plus connues et euh, les plus vues dans la vie humaine. Il y a d'autres catégories que vous pouvez trouver, mais donc c'est des catégories qui sont moins nocives c'est des émetteurs qui sont moins nocifs à l'environnement. Alors, pour la référence bibliographique à partir de laquelle j'ai élaboré ce cours, donc c'est le cours de pollution atmosphérique qui est l'inventaire d'émissions de l'École nationale des ponts et chaussées, qui est le centre d'enseignement et de recherche sur l'environnement atmosphérique de Stéphanie Lacour. Donc c'est un cours de l'Université de Paris 3, je crois. Donc il est donc c'est l'Institut, c'est le centre d'enseignement et de recherche sur l'environnement atmosphérique. C'est l'École nationale des ponts et chaussées à Paris, je crois, hein. Voilà, donc c'est le chapitre 4 qui englobe donc les produits polluants et les différents émetteurs de ces produits polluants. Comme vous avez vu, donc c'est de la littérature, c'est un chapitre qui contient que des définitions, que des explications. Il ne contient pas des calculs ou des formules, etc. Donc, comme je vous ai déjà dit, donc le chapitre 1, 3 et 4, donc c'est de la littérature, c'est des définitions, c'est des explications. Par contre, le chapitre 2, comme vous avez vu, c'est des calculs. En tout cas, c'est les quatre chapitres qu'on doit faire. C'est les chapitres essentiels de votre cursus dans dans le module environnement et développement durable. Donc normalement, il nous reste un seul chapitre. Si on aura le temps, on va le faire. Si on n'aura pas le temps, on ne va pas le faire parce que c'est de la politique. Donc le cinquième chapitre qui reste, donc il est plus que le chapitre 4, 3 et 1. Donc ce n'est que des définitions, c'est des lois, c'est des arrêtés concernant l'environnement et le développement durable. Si on aura le temps la quinzaine hadi pour les quinzaines du jour hadouma pour votre présentiel, on va le faire, sinon on va pas le faire, on va le laisser. Donc vous avez le support électronique de votre cours, il suffit de le lire, mais je ne vais pas le tenir en compte pour l'examen. Alors, il faut se préparer après cette période de présentiel à une interrogation. Donc, on va le faire euh, en ligne. Donc, je vais préparer un exercice qui contient des calculs et peut-être même
des questions de cours. Donc, normalement, il sera en 1 heure. Donc, on va le... Oui. ها عندك لا série من الان حتى لطروا هذيك هي si vous allez refaire si vous allez refaire la série d'exercices les séries d'exercices تاعك من الان ل 3 vous pouvez avoir le 20 تاعك facilement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il vous plaît, je sais que le chapitre 3, 4 et 1, donc il y a trop de définitions. Moi-même, je n'arrive pas à retenir quelle est les définitions. Moi, je suis l'enseignant de ce module et j'arrive pas à retenir quelle définition. C'est pas il faut comprendre, justement, il faut comprendre les définitions pour pour se situer, pour arriver à avoir des informations sur l'environnement et le développement durable. Il ne faut pas apprendre les définitions Hadouma mot à mot, lettre par lettre. C'est pas le but de ce module-là. C'est pour vous introduire dans ce qu'on appelle l'environnement et le développement durable, puisque vous n'êtes pas des climatologues ou là, je ne sais pas, vous n'avez pas des connaissances sur l'environnement, mais vous avez des connaissances sur l'énergie, sur le système énergétique. Donc, c'est pour se localiser entre votre spécialité et ce qu'elle va provoquer comme dégâts sur l'environnement et se développer se développer et se contribuer dans votre développement d'une façon durable. C'est tout. Donc, c'est l'objectif, c'est le but de ce module-là. Donc, c'est utiliser votre domaine dans un cadre, dans un cadre environnemental et bien sûr dans un cadre de développement durable. Voilà. Donc c'est tout. Oui. يا رانا نهضروا على الاخر على استنى تشوف نحبس l'enregistrement et on va commencer à parler sur le